Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Et tout d'abord, on va donc revenir sur un événement qu'on a pu avoir lors du week-end du Mugello. C'est tout simplement l'annonce officielle de la montée en grade, entre guillemets, de Pedro Acosta chez KTM. Et oui, le jeune pilote espagnol, le rookie de cette saison 2024, va donc quitter les rouges de chez GasGas pour rejoindre KTM Usine pour la saison 2025. Bon, je pense quand même que sur le sujet, il n'y a pas énormément de choses à dire de plus que tout simplement c'est totalement logique. Aujourd'hui, Pedro Acosta, en tant que rookie, en tant que pilote qui découvre du coup cette catégorie MotoGP, qui découvre sa KTM, est tout simplement le meilleur pilote KTM, devant par exemple des Brad Binder ou des Jack Miller, des pilotes qui ont quand même pas mal d'expérience au sein de cette catégorie. Donc il est totalement, je trouve, normal de voir donc Pedro Acosta signer chez les Oranges. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner du coup dans les prochaines années, parce que là, Pedro Acosta va donc avoir un team usine autour de lui, avec une moto qui, on le sait, fonctionne extrêmement bien. Et on verra aussi à l'avenir quel coéquipier il aura, parce que ces derniers temps, on a énormément de rumeurs. Par exemple, peut-être qu'on pourrait avoir en 2025 un team Marc Marquez, Pedro Acosta. Et ça, moi, je vous avoue que ça me fait trembler de bonheur, ça serait complètement dingue. Mais ça, ce sont encore d'autres rumeurs, et on en parlera dans la vidéo qui suivra donc celle-ci et qui sortira je pense dans les jours à venir. Allez, maintenant pour deuxième sujet, on va aussi revenir sur une autre information qu'on a pu avoir lors de ce week-end du Mugello. On en a justement parlé lors de la vidéo débrief du vendredi. C'est tout simplement la possibilité que Pramac ait donc re-signé avec Ducati. Lors de cette vidéo, je vous montrais donc les propos du team manager de Pramac qui déclarait qu'en 2025 ils allaient donc avoir deux Ducati 2025, deux Ducati entre guillemets usines. Et on en concluait que finalement du coup Pramac avait donc re-signé avec Ducati. Et finalement c'est pas aussi simple et beaucoup de personnes se sont emballées, dont moi. On a donc récemment appris, d'après les propos du directeur sportif de Ducati Corse, que finalement non, Pramac n'a pas du tout re-signé. Pramac a bien une option sur la table pour continuer avec Ducati pour 2 années supplémentaires, mais pour l'instant cette option n'a pas été acceptée par Pramac. Alors ils ont le choix, accepter ou tout simplement refuser, et on sait qu'à côté il y a aussi cette grosse offre de Yamaha pour faire en sorte que Pramac devienne la nouvelle équipe satellite du constructeur japonais. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui rien n'est encore fait. Oui, Pramac peut continuer avec Ducati, ou alors ils peuvent partir et possiblement donc rejoindre Yamaha. Donc il y a toujours énormément d'interrogations. D'après donc les informations une nouvelle fois du directeur sportif de Ducati, Pramac a jusqu'à la fin du mois de juillet pour se décider. Donc normalement aux alentours de cette période, on devrait enfin avoir la réponse à toutes nos questions. Et tiens, finalement, avec ce précédent sujet, on a parlé un petit peu de Yamaha et on va continuer. Si vous avez donc suivi ce week-end du Mugello, on a pu voir beaucoup de choses très positives pour le constructeur japonais. Et donc, automatiquement, lors de cette course du dimanche, on attendait possiblement une très belle performance des deux pilotes Yamaha. Et finalement, ce fut assez compliqué, surtout pour Fabio Quartararo, qui a donc terminé 18e. Et il va donc nous expliquer le pourquoi du comment on en est arrivé à ce résultat très difficile et il faut quand même le dire, décevant. Il a donc déclaré clairement on s'attendait à avoir beaucoup plus de grip. On sait que la moto est très physique. Malheureusement, je ne pensais pas autant et voilà, à partir de la mi-course, je n'avais plus de force. Et ça commençait à être dangereux. Dans les 5 derniers tours, je n'arrivais plus à freiner. Quand on arrive à 350 km/h, ce n'est pas la meilleure des choses. Il faut que l'on arrive à faire une moto qui est plus facile à piloter, car sans grip, c'est très compliqué de faire les changements de direction. Il va falloir essayer de trouver une solution vite, surtout sur ce plan-là. On va pas trop regarder la course parce que c'était un peu une catastrophe, mais réussir à faire un tour rapide, c'était important. C'est un circuit qui est très physique, on a des tests demain, des tests la semaine prochaine à Valence, il va falloir rester concentré, essayer de trouver cette solution pour tourner et avoir plus de grip. Voilà donc les quelques propos du pilote français qui nous font donc, je pense, bien comprendre pourquoi le résultat de cette course du Mugello a été décevant. Alors évidemment qu'il y a eu aussi sûrement d'autres facteurs, mais là je pense qu'on comprend la cause majeure, ce problème donc de arm pump, ce problème de syndrome d'éloge, et c'est évidemment pas la première fois que le pilote français, que Fabio Quartararo, a de gros soucis de ce point de vue-là. Et il faut justement rappeler que Fabio Quartararo a déjà été opéré plusieurs fois à cause de ce problème-là, et récemment il déclarait donc que aujourd'hui il
faut que Yamaha trouve une solution et pas son chirurgien. Parce que oui, Fabio peut se faire opérer donc de ce problème de syndrome des loges, et il l'a donc, comme on a pu le dire, déjà fait. Mais si la Yamaha à chaque fois recause des soucis, on va pas s'en sortir. Si Fabio se fait opérer, puis un mois après, la Yamaha lui recause un syndrome des loges, il va pas encore se faire opérer, puis un mois après encore opérer. Non, il faut donc que Yamaha trouve une solution, et c'était ça les propos de Fabio. Il faut que Yamaha arrive à faire donc une moto entre guillemets plus facile pour réduire ce gros problème. Donc pour conclure, oui, évidemment très déçu de ce qui s'est passé lors de cette course du dimanche. Bon, bah au moins on a donc une explication véritablement concrète à ce qui a pu se passer. Ça fait quand même vachement peur d'entendre ce genre de mots hein, pour la sécurité donc du pilote. Quand on voit qu'à 350 km/h il a du mal à freiner, c'est quand même quelque chose qui fait vraiment froid dans le dos, et on se rend compte encore un peu plus que ces pilotes, hein, bon, je veux pas être vulgaire, mais c'est assez impressionnant. Alors pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas trop le syndrome des loges, par exemple si vous l'avez à l'avant-bras, ça fait que votre avant-bras il est comme de la pierre, hein. Donc bon, c'est vraiment inquiétant, et j'espère véritablement que Yamaha va pouvoir régler ce genre de problème, parce que aujourd'hui on sait que déjà, voilà, du point de vue du résultat brut, c'est compliqué avec cette moto, et il ne faut pas que les pilotes en plus sous-performent à cause de problèmes physiques dus à la machine. Alors il faut quand même le dire, des problèmes de syndrome des loges, on les a sur toutes les motos, tous les pilotes ont souvent des problèmes avec ces syndromes des loges. Alors souvent, ça va prendre entre guillemets, c'est pas tous les jours évidemment, mais ça arrive d'un point de vue assez général. Mais c'est vrai que là, avec la Yamaha, et donc pour Fabio Quartararo, ça devient vraiment répétitif, et ça démontre une nouvelle fois qu'il y a concrètement un souci avec la moto. Mais pour essayer encore d'agrandir un petit peu plus ce sujet, on s'est quand même rendu compte que ce problème entre guillemets de syndrome des loges n'était pas uniquement pour les pilotes Yamaha, et donc uniquement pour Fabio Quartararo, parce qu'on a vu aussi Aleix Espargaro se plaindre de soucis après cette course du Mugello. Donc on peut aussi se demander si avec ce MotoGP moderne et donc ce circuit, on n'arrive pas tout simplement aux limitations physiques des pilotes. Aleix avait donc déclaré: je pense que s'il y avait eu un tour de plus, j'aurais abandonné. La moto était très nerveuse, je ne pouvais pas tourner ou freiner. Alors des 12 derniers tours, je n'ai utilisé qu'un seul doigt. Nous n'avions pas des réglages parfaits, mais je pense que c'était un problème global. Il est clair que le niveau de charge que les machines de MotoGP ont sur un circuit comme ça, c'est trop pour le corps humain. Et je pense donc qu'il était très important de vous montrer ces propos, parce que oui, c'est sûr que cette Yamaha est, comme on a pu le dire, aussi une moto qui amène à des problèmes, on a pu le voir, et pas uniquement au Mugello, mais c'est aussi le cas pour d'autres motos, c'est aussi le cas pour d'autres pilotes, et c'est l'un des points aussi problématiques de ce MotoGP surchargé en aéro, et on voit que ça fait clairement des dégâts sur ce genre de circuit, et j'espère qu'avec ce nouveau règlement 2027, et justement le fait qu'on réduise un petit peu l'aéro, ça permettra aux pilotes de moins souffrir physiquement, par exemple donc au Mugello, comme on a pu le voir ce week-end. Et pour continuer, lors de la course du Mugello, on a eu entre guillemets un petit événement sur la moto de Marc Marquez. Si vous avez regardé la course, vous avez vu qu'au moment d'activer le Ride Height Device dans le tout dernier virage, Marquez avait tendance à avoir son pneu arrière qui fume, et donc moi par exemple en live, je me posais beaucoup de questions: pourquoi ce pneu fume pour Marquez? Et bien justement, on a pu avoir la réponse. Le chef d'équipe de Marc Marquez, Frankie Carchedi, a donc expliquer cette fameuse fumée. Il a déclaré: notre point fort était toujours à la sortie en dehors du dernier virage, même pendant la préparation. J'ai vu beaucoup de choses, il y avait un peu de fumée. Marc a changé sa ligne, donc il a franchi une très grosse bosse pour essayer de sortir le plus vite possible. D'où venait cette fumée? Ce n'était rien d'autre que ça, juste pour essayer de prendre un élan. Malheureusement, il n'a pas pu dépasser Enea. Sur le pneu avant, les températures étaient super élevées. Et justement, sur cette fameuse situation, Marc Marquez a déclaré: c'est un des points où on va à la limite avec la GP23, avec le dispositif de correction d'assiette arrière. Sur la GP23, on a moins d'espace, il descend un peu moins et on le pousse toujours à la limite. Mais je ne l'ai ressenti à aucun moment. Oui, le pneu l'a senti, en fait, un tout petit peu. Un morceau de pneu s'est détaché. Je pense que c'est à cause de la surchauffe, mais bon, cela n'a pas affecté les performances. Voilà, avec les quelques propos de Frankie Carchedi, le chef d'équipe de Marquez, mais aussi donc avec les propos du pilote espagnol, on comprend pourquoi ce pneu du coup fumait. On a donc décidé de changer un petit peu de trajectoire, on passait sur une bosse, et en plus avec du coup cette GP23 et ce Ride Height Device qui est donc différent par exemple de celle des 2024 qui elle ne causait pas donc de fumée pendant la course, et on se rend compte que ça a amené un petit problème. Alors c'est aussi, je trouve, assez intéressant de noter que d'après les propos
propos de Marc Marquez, il ne l'a pas ressenti et ça n'a pas causé de soucis du point de vue de la performance. Moi, je vous admets qu'après la course, je me suis dit, est-ce qu'aussi finalement Marquez n'a pas été aussi un petit peu moins bien dans cette course à cause du fait qu'il faisait fumer ce pneu arrière et qu'il aurait peut-être aussi possiblement dégradé plus rapidement le pneumatique. Bon, d'après les propos du pilote espagnol, ce n'est donc pas le cas. Un autre petit détail aussi que je trouve donc intéressant avec ce sujet, c'est que ça permet aussi de mieux voir les quelques détails, les quelques différences qu'on peut donc par exemple avoir entre une GP23 et une GP24. Évidemment, on va penser à des choses beaucoup plus importantes comme l'aéro, je sais pas, le châssis, le moteur, mais il y a aussi des petits détails qui peuvent faire aussi quelques petites différences, comme par exemple le radar device. Et juste avant notre tout dernier sujet, on va donc parler d'une news qui vient tout juste de tomber. Pour vous dire, la vidéo était montée et je repars directement pour vous tourner ce sujet. On a donc appris récemment, d'après par exemple les informations d'Autosport et pas mal de médias ont confirmé ça, Marc Marquez serait donc bien le pilote choisi chez les Rouges en 2025. Et ça, c'est absolument quelque chose qui retourne totalement la situation, parce que récemment on avait appris qu'apparemment entre Jorge Martin et Ducati c'était les grosses rumeurs qu'on avait pendant donc le week-end du Mugello, et il semblerait que Ducati, d'après les informations d'Autosport, aurait donc enlevé la proposition qu'on avait offerte à Jorge Martin, tout simplement pour la donner donc à Marc Marquez. On a donc tout de suite eu des rumeurs qui sont sorties pour Jorge Martin, qui donc déciderait de changer de constructeur à la fin de cette saison 2024. Waouh, ça en fait beaucoup. Alors, on va tout de suite se le dire, rien n'est pour l'instant officiel. Mais quand on voit de nombreux médias en parler, on a vu quand même beaucoup de gens très bien renseignés et très importants confirmer que oui, apparemment en 2025, c'est Marquez qui aura donc la place au sein donc de ce team usine aux côtés de Francesco Bagnaia. Je vous avoue être extrêmement étonné de cette décision, surtout que comme j'ai pu vous le dire, il y a quelques temps, tout semblait fait pour Jorge Martin. Alors qu'est-ce qui se passe réellement ? On ne le sait pas. D'après les quelques informations qu'on a pu avoir ici et là, il y a eu donc une rencontre entre Ducati et Marquez, et la pression qu'a mis entre guillemets Marquez à Ducati aurait fait céder globalement le constructeur italien. Pourquoi ? Parce que Marc Marquez ne veut pas rejoindre Pramac, il l'a déjà annoncé, et apparemment il a déclaré que s'il n'avait pas cette place dans le team usine, et tout simplement il changerait de constructeur, et Ducati ne voudrait pas perdre Marquez pour tout ce que l'on peut imaginer, et donc on a décidé d'enlever l'offre qu'on avait offerte à Martin et de plutôt la donner à Marquez. Alors on sait qu'évidemment du côté de Ducati on a des gros soutiens pour la montée de Marquez, comme par exemple le grand patron de Ducati. On a eu aussi apparemment un soutien du côté de Gigi Dall'Igna. Bref, il y avait des personnes évidemment importantes qui aimeraient que Marc Marquez rejoigne le team usine, parce que Marquez est un immense pilote, évidemment qu'il apporterait de grands résultats, mais surtout Marc Marquez apporterait aussi énormément du point de vue de l'image, du point de vue du marketing, et il ne faut pas oublier qu'on est aussi en MotoGP pour des retombées économiques, pour l'image aussi de la marque, et évidemment que Marc Marquez de ce point de vue là est beaucoup plus impactant qu'un Jorge Martin, mais on en a déjà tellement parlé, ça me paraît fou de laisser partir Jorge Martin, de donner à la concurrence un pilote comme ça, un joyau. Ce pilote se bat pour le championnat du monde actuellement, il est leader du championnat du monde actuellement, il s'est battu pour le championnat jusqu'à la toute dernière course l'année dernière, il est jeune, il a tellement de talent, tellement de potentiel, et on le laisserait partir. Alors oui, évidemment que prendre Marquez c'est aussi un choix qui est totalement logique, mais au point de laisser partir Martin, alors je me répète, c'est pas encore totalement officiel, mais d'après les informations qu'on peut voir, ça semble fait. Et je sais pas trop quoi vous dire de plus. Attendons de voir cette officialisation définitive. Je vous rappelle que dans quelques jours, dans quelques semaines peut-être, normalement entre donc ce week-end du Mugello et le week-end d'Assen, on aura définitivement la décision de Ducati, la décision officielle. Donc on verra bien, mais il pourrait donc bien y avoir un gros retournement de situation. Allez, maintenant pour tout dernier sujet, on va donc revenir sur pour moi l'un des très gros coups qu'a tout simplement réalisé Honda au cours de ce week-end du Mugello, et pourtant il y a très peu de personnes qui en ont parlé. Alors lors du week-end de Barcelone, je pense que vous n'avez pas raté cette information, Aleix Espargaro a donc annoncé sa retraite à la fin de la saison 2024, et on sait que le pilote espagnol avait déjà déclaré qu'il voulait peut-être devenir pilote test après donc sa carrière en MotoGP en tant que pilote officiel.
Vettel. Et c'est vrai qu'on pouvait donc tout de suite imaginer que Aleix Espargaro allait devenir pilote test d'Aprilia parce qu'il a passé de nombreuses années au sein du constructeur italien. Il a permis aussi, je trouve, à Aprilia de devenir une bien meilleure moto et Aprilia lui a aussi, je pense, permis de faire aussi grandir sa carrière. Donc la voie semblait tout tracée. Aleix Espargaro en tant que pilote test Aprilia après 2024, et ben finalement, il n'en est rien. Alors attention, ce n'est pas encore officiel, mais d'après les informations de motorsport.com, et ce n'est pas donc une rumeur pour eux, c'est fait, Aleix Espargaro va donc bien définitivement quitter Aprilia et rejoindre Honda en tant que pilote test pour l'année à venir. Et cette possibilité semble ravir beaucoup de personnes, dont l'une des personnes qui pourtant aime pas spécialement le pilote espagnol, c'est Johan Zarco, qui sur cette possibilité a déclaré « ça pourrait être intéressant parce que lui, il avait cette qualité de foncer, de faire la même chose jusqu'à ce que ça marche. » Alors on va attendre évidemment quand même l'officialisation, la vraie officialisation donnée par Honda, mais comme j'ai pu vous le dire, motorsport.com nous fait comprendre qu'aujourd'hui c'est fait. Et vraiment, si on voit Aleix Espargaro rejoindre Honda, déjà c'est une énorme surprise. C'est vraiment pas le genre de move entre guillemets que je pouvais imaginer. Je voyais moi vraiment concrètement Aleix Espargaro continuer en tant que pilote test chez Aprilia. Le voir rejoindre Honda, c'est une sacrée nouvelle et c'est aussi donc une sacrée nouvelle pour Honda. Je pense que c'est une superbe chose. Alors comme je l'ai assez souvent dit, je sais qu'Aleix Espargaro n'est pas beaucoup aimé au sein de la communauté française, mais je trouve quand même que c'est un très bon pilote et c'est aussi un très bon pilote pour développer la moto. Donc je pense que ça va être un atout énorme, mais vraiment énorme pour Honda. Parce que ouais, il faut pas oublier quelque chose. Quand Aleix Espargaro rejoint Aprilia, c'est le tout dernier constructeur. Et tout doucement, avec le travail acharné, entre autres d'Aleix, parce qu'évidemment, Aleix ne fait pas tout. On a aussi les ingénieurs, il y a aussi les autres pilotes. Mais entre autres, avec le travail donc de l'Espagnol, on a permis à Aprilia de progresser et de devenir aujourd'hui l'un des meilleurs constructeurs de cette catégorie. Et du coup, maintenant, qui est le constructeur le plus en difficulté ? Bah, c'est Honda. Donc pourquoi pas envisager, imaginer la même chose de nouveau pour Aleix Espargaro dans un autre rôle en tant que pilote test, mais qui pourrait peut-être permettre aussi à Honda de se relever dans les années à venir. Surtout qu'Aleix connaît bien aussi pas mal de motos, pas mal de caractéristiques, il a eu donc une très grande carrière, et ça c'est quelque chose qui a beaucoup de poids évidemment pour peut-être essayer tout simplement d'améliorer cette Honda. On sait qu'aujourd'hui on a énormément de mal à trouver une voie, à trouver des solutions à tous les soucis qu'on a aujourd'hui chez le constructeur japonais, et oui, je pense vraiment que Aleix Espargaro peut aider à trouver tout simplement la bonne voie. Surtout que depuis 2019, c'est Stefan Bradl qui est le pilote test de Honda et je veux absolument pas manquer de respect aux pilotes allemands, mais évidemment que Aleix Espargaro serait un bien plus gros atout que Stefan Bradl en tant que pilote de développement. Alors après, peut-être que Honda va continuer avec les deux pilotes, ça paraît être quelque chose aussi de complètement viable et ça serait aussi très intéressant parce que avoir un deuxième pilote de développement, ça permet évidemment d'avoir encore plus d'informations. Voilà, Stefan Bradl, je pense, fait quand même bien son rôle depuis maintenant de nombreuses années, mais Aleix Espargaro pourrait vraiment apporter un gros quelque chose en plus et comme j'ai pu vous le dire, je pense que c'est donc une très bonne nouvelle dans l'ensemble pour Honda. Et pour conclure toute cette histoire, Aleix Espargaro récemment avait donc déclaré qu'il avait envie de faire des wildcards pour la saison 2025 comme ce qu'on a pu voir pour Dani Pedrosa ou encore par exemple pour Pol Espargaro en parlant donc de KTM. Et d'après les informations qu'on a pu avoir, Aleix Espargaro pourrait donc bien aussi faire des wildcards avec Honda, donc on pourrait possiblement le voir sur quelques week-ends au cours de cette saison 2025 sur la Honda. Et ça aussi, si ça se confirme donc bien, j'ai hâte d'y voir. En tout cas, voilà, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.